C'est un moment charnière, un point de bascule où le masque du narcissique tombe irrémédiablement. Sa véritable nature se révèle non plus simplement égoïste, mais foncièrement destructrice. C'est l'instant où son besoin d'être admiré se métamorphose en une pulsion de détruire et où il puise une jouissance perverse dans la souffrance même de l'autre. Plongeons ensemble dans la psyché de ce prédateur pour comprendre la logique interne de ce basculement. Pourquoi la destruction devient-elle la nouvelle preuve de son pouvoir? Et comment la souffrance d'autrui peut-elle devenir une source de jouissance? Je suis Fatem Zahra Alami, thérapeute relationnelle. Mon travail, ma passion, est de cartographier le cœur humain, ses paysages lumineux comme ses ombres les plus profondes. Je suis une passeuse d'histoire, celle qui tend un miroir que chacun puisse se reconnaître, se retrouver. Une traductrice des silences et des non-dits, qui cherche à mettre des mots justes et doux sur les blessures invisibles. Le sujet que nous abordons dans cette série de podcasts, les clés de l'épanouissement, n'est pas qu'une question de théorie pour moi. C'est un chemin que j'ai dû parcourir, une langue que j'ai dû apprendre à décrypter, non seulement pour accompagner les autres, mais pour me retrouver moi-même, pièce par pièce, après ma propre rencontre avec l'ombre. Mon expérience n'est pas un handicap, c'est une lampe torche que je partage avec vous pour éclairer le chemin. Car comprendre la mécanique de l'ombre, ce n'est pas lui donner du pouvoir, c'est nous redonner, à nous, notre souveraineté. C'est reprendre la plume de notre propre récit. Alors, si vous êtes prêts, prenez une grande respiration et commençons cette exploration ensemble. Comprenons d'abord ce point de bascule en distinguant les visages du spectre narcissique, car tous les narcissiques ne dansent pas sur la même musique intérieure. Commençons par le plus familier, celui que l'on nomme le narcissique classique. Son royaume est un château de miroirs. Son projet de vie, c'est se construire un palais de gloire et d'admiration. Son drame, c'est qu'il est un roi sans royaume intérieur, un être si vide, si fragile, qu'il doit sans cesse pomper l'énergie, l'attention, l'éloge des autres pour se sentir exister. Pour lui, l'autre est un public, un miroir vivant, un accessoire indispensable à sa propre mise en scène. Sa devise implicite: je brille, donc je suis. Alors oui, il va vous écraser sans remords. Pour gravir une marche de plus, il vous utilisera comme un marchepied. Mais attention, la destruction ici n'est pas le but. C'est un simple dommage collatéral de son indifférence royale. Il est tellement absorbé par sa propre lumière qu'il ne voit même pas l'ombre qu'il projette sur vous. Votre souffrance est un bruit de fond, une nuisance mineure dans le grand opéra de son ego. Il veut s'élever, peu importe si sur son passage les autres sont écrasés. L'objectif est de monter, pas d'écraser. Et puis, il y a le pervers narcissique, celui qui se situe à l'extrémité la plus toxique du spectre. Lui ne se contente pas de château de miroirs. Son territoire, c'est la terre brûlée, c'est le champ de bataille. Son ambition n'est ni d'être admiré, ni de briller, mais de régner et d'être craint. Et pour cela,
Il faut un territoire à conquérir, une âme à soumettre, une forteresse à réduire en cendres pour prouver sa propre puissance. L'autre n'est plus un miroir, il devient une proie, un territoire à investir, à marquer, à dominer. Sa devise secrète, je détruis, donc je règne. Chez lui, la destruction n'est pas un accident, c'est une stratégie. C'est le moyen ultime de prouver son pouvoir absolu. Lorsque vous commencez à lui échapper, à avoir votre propre lumière, il ne se contente pas de l'éteindre. Il va s'en servir pour allumer un incendie et se réchauffer les mains à votre propre combustion. Là où le premier vous ignore dans votre chute, le second s'en nourrit. Votre souffrance n'est plus un dommage collatéral, elle est l'objectif même. Votre anéantissement est son chef-d'œuvre, c'est la preuve ultime de son emprise. Voir la lumière s'éteindre dans vos yeux est pour lui la plus intime des victoires. Il ne se sent pleinement vivant que lorsqu'il contemple les effets de son pouvoir sur vous. C'est un vide qui se nourrit de la destruction de votre plénitude. C'est là que naît la jouissance perverse, cette satisfaction froide et profonde de voir l'autre s'effondrer. Voilà la frontière cruciale. Le narcissique classique vous utilise comme un marchepied. Son but est de monter. Il voit votre valeur et veut se l'approprier pour briller. Il veut être au-dessus de vous. Le pervers narcissique vous utilise comme une arène. Son but est de vous voir tomber pour prouver qu'il est le plus fort. Il voit votre valeur et veut la détruire pour régner. Il a besoin d'être contre vous. L'un est indifférent à votre souffrance, l'autre s'en nourrit. C'est une jouissance malveillante qui est la signature du pervers, le signe de ce point de bascule dont nous parlons. Maintenant que nous avons vu les deux visages de l'ombre, nous pouvons nous aventurer au cœur de l'événement lui-même, le moment précis du basculement. C'est une métamorphose où la manipulation peut se muer en pulsion de détruire. Mais attention, ce basculement n'emprunte pas le même chemin chez le narcissique classique et chez le pervers. Commençons par le narcissique classique. Cet instant où la soif d'admiration se transforme en soif de destruction. Quel est le déclic? Tout part d'une menace. Pour le narcissique, lorsque vous cessez d'être un miroir docile pour redevenir une personne avec vos désirs, vos succès, vos refus, vous devenez ingérable. Vous n'êtes plus une source de nourriture, vous êtes un risque. C'est à ce moment-là que la logique interne change. La pensée n'est plus « comment cette personne peut-elle me faire sentir plus brillant ?» mais « comment puis-je lui rappeler que c'est moi qui décide de la réalité ?» Et la stratégie la plus radicale pour cela, c'est de s'attaquer à votre réalité, à votre estime, à votre joie, à votre santé mentale. Son monde, bâti sur l'admiration des autres, vacille. C'est une fracture existentielle, c'est l'effondrement narcissique. La honte qu'il fuit toute sa vie remonte à la surface. Confronté à son vide intérieur, une logique déformée s'enclenche. Si on ne m'admire pas, alors on me craindra. C'est là que la jouissance perverse entre en scène. Ce n'est pas une simple satisfaction, c'est une sensation de puissance absolue. En vous voyant douter, pleurer, vous effondrer, le narcissique constate l'étendue de son pouvoir. Votre souffrance est la preuve tangible qu'il existe, qu'il contrôle, qu'il domine. La destruction
devient alors une forme de reconnaissance alternative, une façon de laisser une empreinte, même négative, sur un monde qui ose ne pas le célébrer. Ce n'est pas une stratégie froide comme chez le pervers, mais une réorganisation désespérée de sa psyché pour ne pas sombrer. Il ne veut pas votre souffrance, mais il l'utilise pour ne plus sentir la sienne. Sa rage est le symptôme de son effondrement. La terreur qu'il inspire chez l'autre restaure un sentiment de puissance immédiat. Voir autrui se briser confirme son existence. Je souffre, donc tu dois souffrir. Et ta souffrance est la preuve que j'existe encore. C'est une tentative désespérée, ultime, de réguler une estime de soi qui s'est effondrée. Par contre, chez le pervers narcissique, le point de bascule est d'une nature totalement différente. Contrairement au narcissique classique, il ne s'agit pas d'une crise, mais d'un changement de tactique calculé, car l'intention destructrice était là depuis le début, soigneusement dissimulée sous le masque de la séduction. Sa métamorphose apparente n'est qu'une révélation ou une escalade naturelle de son mode de fonctionnement. Chez le pervers, le point de bascule n'est pas un changement d'objectif. La domination est l'objectif constant, mais c'est un changement de méthode et d'intensité. Son estime de soi ne se nourrit pas de louanges, comme le narcissique classique, mais de la soumission de l'autre. Plie-toi à ma volonté, ainsi j'existe. La destruction n'est donc pas un déclic, mais l'escalade naturelle de son mode de fonctionnement, soit lorsque son contrôle est menacé, soit parce qu'il s'ennuie, simplement. Chez le pervers, l'admiration est une stratégie, pas un besoin. Vous n'avez jamais été un miroir, vous êtes un territoire. Du premier jour, son objectif est la domination. Votre autonomie, un refus, un succès personnel. Ce n'est pas une blessure pour lui, c'est une insurrection. Vous cessez d'être un territoire conquis pour devenir une menace à son autorité absolue. Si je ne peux plus te contrôler, alors je vais te briser. La destruction devient un outil de rétablissement de l'ordre, le sien. Sa logique a toujours été: comment puis-je affirmer mon pouvoir sur cette personne? Quand la séduction ne suffit plus à vous contrôler, il passe à la phase supérieure, la cruauté stratégique. Mais cette phase arrive inéluctablement parce qu'une fois sa proie apprivoisée, soumise et vidée de sa lumière, le pervers s'ennuie. La destruction finale, la dévalorisation ultime, le discrédit public devient alors le moyen de clore la chasse en position de force absolue. C'est le piétinement après la capture. C'est ici qu'émerge la jouissance perverse. Votre souffrance n'est pas un dommage collatéral, c'est l'objectif même. Voir votre estime se briser, votre joie s'éteindre, c'est la preuve tangible de son emprise. Il ne brûle pas votre joie par haine, il le fait pour se chauffer à vos flammes. C'est la logique même du parasite. Il doit affaiblir son hôte pour survivre, mais il doit veiller à ne pas le tuer tout de suite. C'est la cruauté calculée du pervers. Il dose la destruction pour maintenir sa source d'énergie, votre souffrance, vivante, mais affaiblie et sous contrôle. C'est une stratégie de contrôle à long terme. La souffrance qu'il provoque est la seule chose qui temporairement lui donne l'illusion de combler cet abîme. C'est un feu qui se nourrit de ce qu'il brûle. Au début, le pervers séduit, mais lorsqu'il se sent en position de force, après vous avoir isolé ou dans un contexte où il est protégé, le masque social devient inutile. La destruction cesse d'être manipulatrice pour devenir
ouverte, cynique et jouissive. C'est à ce moment que vous pouvez voir la froideur dans son regard. Le pervers projette constamment sa propre malice sur vous. Il finit par croire que vous êtes son persécuteur. C'est la paranoïa projective. Détruire n'est alors plus une stratégie, mais une légitime défense dans son esprit. Il se perçoit comme un justicier anéantissant un ennemi malveillant. Il détruit aussi par jouissance du pouvoir absolu. C'est le noyau dur de la perversion. Voir l'autre souffrir, pleurer, douter n'est plus un moyen de contrôle. C'est une fin en soi. La preuve ultime et la plus intoxicante de sa supériorité. Ainsi, le déclic chez le pervers n'est pas le passage de l'admiration à la destruction, c'est le passage de la destruction froide et calculée à la destruction chaude, visible et délectable. C'est le moment où son vrai visage se révèle, non pas parce qu'il a changé, mais parce qu'il n'a plus aucune raison de se cacher. Contrairement au narcissique classique qui cherche l'admiration comme une drogue pour combler un vide, le pervers narcissique puise son estime de soi dans l'exercice du pouvoir, du contrôle et de la domination. La soif de destruction n'est pas un déclic pour lui. Elle est souvent latente, instrumentalisée et intégrée à son mode relationnel. Ce qui peut changer dans son escalade vers la destruction manifeste, ce n'est pas l'intention de détruire, mais l'intensité et la visibilité des actes destructeurs. La question n'est plus comment je peux dominer cette personne, mais comment puis-je lui briser son âme pour lui rappeler que c'est moi qui décide. Votre destruction devient la nouvelle preuve de son pouvoir. Et dans votre souffrance, il ne voit pas de la tristesse, mais le reflet de sa propre emprise. C'est cette jouissance perverse, se chauffer aux flammes de votre incendie, qui est le point de ce basculement. Ce n'est pas une perte de contrôle, c'est un changement de stratégie calculé, le passage de la séduction prédatrice à la cruauté prédatrice. L'objectif final reste le même, votre énergie. Seule la méthode a changé. De la flatterie, on passe à la terreur, de l'idéalisation à la destruction. Alors, que faire de cette lumière crue, jetée sur l'ombre? Comprendre ce mécanisme, ce n'est pas s'enliser dans l'horreur, c'est au contraire s'en extraire. Car nommer le prédateur, c'est cesser d'être une proie. Décrypter la logique de la destruction, c'est désarmer son pouvoir. Chaque pièce de ce puzzle de l'ombre que vous remettez en place est une pièce de votre propre estime que vous retrouvez. Cette jouissance perverse dont nous parlons, elle a besoin de votre obscurité pour exister. Alors, rallumez votre lumière. Reconnectez-vous à votre boussole interne, à cette petite voix qu'on a tenté d'étouffer et qui pourtant savait. Reconnaître cette mécanique, c'est se donner le droit de poser la frontière la plus sacrée, celle de son âme. C'est reprendre son récit et écrire sans plus attendre le chapitre de la réparation. Pas celle qui efface, mais celle qui transforme la blessure en force. La cicatrice n'est pas une marque de faiblesse. Elle est le témoin d'une bataille à laquelle vous avez survécu. Vous n'êtes pas ce qu'on a tenté de détruire. Vous êtes celui qui a su, malgré tout, préserver le noyau sacré de son être. Et de ce noyau, une nouvelle forêt peut renaître. Prenez bien soin de vous.